L'arme du crime. Les lance-missiles auraient été retrouvés par des paysans sur la colline de Masaka le 25 avril 1994. Après avoir été récupérés par des militaires hutus et photographiés, ils auraient mystérieusement disparu. Avec ces simples photos et des numéros de série prétendument relevés sur les lance-missiles disparus, le juge affirme qu'ils appartenaient au FPR. Mais comme le souligne l'un des avocats des dignitaires du FPR, cela ne prouve rien. Vous avez des numéros de missiles qui sont donnés prétendument par rapport à des lance-missiles qui ont disparu. N'importe qui peut dire, voilà, j'ai trouvé des lance-missiles correspondant à un stock et de ne pas les apporter. Je dirais que c'est le contraire d'une preuve. C'est la preuve qu'on cherche à orienter l'enquête. Dernier souci avec le travail du juge Bruguière, Fabien Singaye. En jouant l'interprète pour la justice française, cet extrémiste hutu a-t-il pu influencer l'enquête? Nous voulions lui poser la question, mais l'homme, qui vit aujourd'hui en France, n'a jamais répondu à nos sollicitations. Quant au juge Bruguière, comment expliquer qu'il ait choisi un interprète aussi partial? Dans ce genre de dossier extrêmement complexe, c'est très important d'avoir un interprète impartial et normalement une juridiction n'aurait jamais dû accepter qu'un type comme Singaye soit l'interprète d'un juge d'instruction. Ça aurait dû même suffire à ce que la procédure de Bruguière soit invalidée. En 2007, Jean-Louis Bruguière se lance en politique sous la bannière de l'UMP. Il est remplacé par un nouveau magistrat, Marc Trévidic. En 2012, Trévidic perquisitionne les bureaux parisiens de Paul Barry. Dans la foulée, nous cherchons à joindre l'ancien super gendarme pour lui demander quel rôle il a réellement joué dans cette affaire. Mais aujourd'hui, il préfère manifestement rester discret. À son bureau parisien, son associé nous confirme qu'il préfère désormais garder le silence. Que l'affaire est en cours, hein, c'est... Voilà. Comme je vous ai dit la dernière fois, il ne préfère pas s'exprimer. Un interprète partial, des accusations infondées, un faux communiqué de revendication, l'arme du crime qui disparaît. Le scénario FPR présenté par Bruguière ne tient manifestement pas la route. Pour les avocats des dignitaires FPR, la méthode de travail de l'ancien juge antiterroriste français est scandaleuse. On se trouve face à une véritable manipulation d'une instruction judiciaire. La vraie question, c'est qui a intérêt à manipuler et pourquoi une telle manipulation des autorités judiciaires françaises? Cet avocat n'est pas le seul à parler de manipulation. On l'a vu, un des témoins clés du juge Bruguière l'accuse même d'avoir manipulé ses propos. Jean-Louis Bruguière a-t-il cherché à orienter son enquête? Nous avons voulu lui poser la question, mais le juge français refuse aujourd'hui de s'exprimer devant notre caméra. J'aimerais écrire des choses, je ne prononce pas sur le retard. Mais au téléphone, il s'offusque que l'on puisse remettre son travail en cause. Pourtant, au Rwanda, nous avons recueilli des éléments qui confirment que l'attentat contre le président Habyarimana était bien le premier acte d'un coup d'État des extrémistes hutus pour mettre en œuvre le génocide des Tutsis. Quelques jours avant l'attentat, la radio libre des Mille Collines, celle des génocidaires hutus, menace ouvertement le président Habyarimana, coupable de vouloir partager le pouvoir avec les Tutsis. Certains officiers hutus se sentaient-ils trahis par le président Habyarimana? Oui, nous répond Richard Mugenzi, l'espion qui avait retranscrit un faux message du FPR. Le président Habyarimana avait trahi ses collègues. Comment est-ce qu'il les avait trahis? C'est qu'il avait accepté de signer les conventions d'Arusha, alors que les groupes plus importants d'extrémistes ne voulaient pas ce partage-là, ils voulaient continuer la guerre et jusqu'à la victoire. 3 jours avant l'attentat, Radio Mille Collines adresse un mystérieux avertissement à la population.
ya gatanu bati agomba kuba akantu muri Kigali y'umujyi kuva ku munsi kuri Pasika ejo n'ejo bundi akantu kateganyijwe muri uyu mujyi wa Kigali ese nuko itariki ya karindwi ya muri grand camp militaire Hutu. Il remarque que la sécurité a été considérablement renforcée. Le sergent Tessier le précisera à un enquêteur belge. Un canon est en batterie pointé vers l'extérieur du camp. Des mitrailleuses sont placées en batterie sur les côtés, des trous de fusiliers sont occupés. Nous n'avons même pas l'occasion de parlementer. Les Rwandais nous font de grands signes qui nous indiquent de nous éloigner. Le 6 avril, quelques heures avant l'attentat, d'autres événements inhabituels vont venir perturber la vie quotidienne à Kigali. C'est ce que confirme ce paracommando des forces armées rwandaises. Autre témoignage troublant que nous avons recueilli au Rwanda, celui de cet ancien étudiant infirmier. Il aurait clairement vu les missiles être tirés depuis le camp de Kanombe. gaho iteguye kuganya yagendaga gutya cyane ariko hariya munsi y'ikigo hava amasasu abiri reka munsi ya ofisi uzaza ko tukagana munsi y'ikigo aho Masaka ni hariya. De sa position, ce témoin direct nous montre bien deux directions différentes. Il voit effectivement les tirs partir du camp de Kanombe en direction du Falcon présidentiel et non pas de Masaka comme l'affirmait le juge Bruguière. Plus troublant encore, le paracommando des forces armées rwandaises affirme que le lendemain matin, à l'intérieur du camp de Kanombe, son chef, le major Ntabakuze, aurait exhibé les lance-missiles de l'attentat. Saa moya saa munani igicuku cya mitondo ijipe yaraje izanye Ntabakuze iraza ku biro bato bitaga Biase n'ijipe ari hagaze niho twazamutse tujya kubireba noneho Ntabakuze aravuga ati njyategereza za mbura zashinze Habyarimana cyari ikintu kimeze nk'uruhombo noneho hariho inyuma hari igishushanyo tashi Deux lanceurs, comme les deux missiles ayant visé l'avion présidentiel. Un témoignage difficile à vérifier, mais qui en recoupe d'autres. Pour Richard Mugenzi, l'attentat était bien organisé par de hauts responsables militaires Hutus. Ce que je peux vous dire, c'est que la mort du président Habyarimana a été préparée par un groupe d'extrémistes. C'était un coup d'État qui était visé. On sait que c'est Bagosora qui avait préparé ça avec un groupe de militaires, entre autres colonel Zengiumva, major Ntabakuze. Ce sont les gens qui étaient extrémistes. Ils avaient l'appui des Français. En 2010, le successeur du juge Bruguière, Marc Trévidic, se rend au Rwanda avec une équipe d'experts. Ils vont confirmer un départ des tirs depuis la zone de Kanombe, notamment à partir du témoignage de médecins militaires belges. Le soir de l'attentat, ces médecins dînaient dans cette maison située à l'intérieur même du camp de Kanombe. Parmi les convives, le docteur Van Denen. Donc on était en train de manger, je ne me souviens plus du tout du plat, quand on a entendu des tirs. Bon, très rapidement, on regarde parce que c'est... Et il y a sûrement eu deux tirs, ça c'est certain. Ça avait l'air de venir du camp même, et j'ai eu l'impression qu'il venait de gauche à droite. Sur procès verbal, un autre militaire présent, le docteur Pazouk, confirme aussi avoir perçu le bruit typique du départ d'un missile. J'ai alors entendu dans un premier temps un bruit de souffle et aperçu un éclair filant orangé. Je suis sorti de chez moi et là, j'ai vu une boule de feu. Les médecins militaires belges ont clairement entendu le souffle de départ du missile avant d'entendre l'explosion de l'avion. Pour les experts, mandatés par le juge Trévidic, ça signifie que les tireurs étaient postés dans cette zone du camp de Kanombe, un secteur totalement contrôlé par les forces armées rwandaises. Si les tirs étaient partis de Masaka, comme l'affirmait le juge Bruguière, nos témoins n'auraient pas pu entendre le souffle des missiles. Responsables politiques et des officiers des forces armées rwandaises. Ils ont précisé que c'était avec un Mistral qu'il avait été abattu, que l'avion du président avait été abattu. Au moment même, les nouvelles toutes fraîches qui venaient
qui venaient de Kigali, à quelques heures après la chute de l'avion d'Abiyarimana, eux parlaient de Mistral. Et c'était les officiers rwandais qui parlaient de Mistral. Est-ce pour cette raison que les débris de missiles retrouvés sur les lieux du crash n'ont jamais été remis à la justice? Et qui a bien pu tirer sur l'avion? En 1994, les forces armées rwandaises n'étaient pas formées pour tirer des missiles sol-air. Ils ont donc reçu de l'aide. De qui? Souvenez-vous, dès le mois de juin, le journal Le Soir avait évoqué des tireurs français. À l'époque, l'enquêteur militaire belge Guy Artige avait exploré cette piste. Il avait découvert que 3 spécialistes du tir étaient venus renforcer le DAMI, le détachement d'assistance militaire français, peu de temps avant l'attentat. Il y en a un qui a été identifié, je vais vous expliquer comment. Parce que nous avons reçu par une journaliste une lettre anonyme qui dénonçait le tireur, qui était jeune, spécialiste du tir, français, et qui appartenait au DAMI. Guy Artige pense avoir identifié cet homme, mais cette piste n'a rien donné à ce jour. Impossible à ce stade donc d'affirmer que certains tireurs étaient français. Dernier mystère dans cette affaire, la mort de René Mayer et Alain Didot, 2 gendarmes français. Ils ont été tués à Kigali avec l'épouse de Didot juste après l'attentat. Mayer et Didot occupaient des postes clés. Spécialiste des écoutes radio, Didot était chargé de former les militaires Hutus. À son domicile, il disposait du matériel pour écouter tous les échanges radio à Kigali. Or, le 6 avril, les mystérieux auteurs de l'attentat avaient très probablement communiqué par radio. Après l'attentat, René Mayer, Alain Didot et son épouse sont retrouvés assassinés dans le jardin de la maison des Didot à Kigali. Les 2 gendarmes français en savaient-ils trop? Sur ce certificat de l'armée française établi par un certain docteur Thomas, René Mayer serait mort une demi-heure après l'attentat, mais il s'agirait d'une mort accidentelle par balle. La mort réelle et constante est d'origine accidentelle. La cause du décès est le fait de balles d'armes à feu qui ont entraîné une mort immédiate. Encore plus étrange, interrogé en 2012 par la justice française, ce fameux docteur Thomas révèle qu'il n'a en réalité ni rédigé ni signé ce document. Si j'avais établi cet acte, d'une part, j'aurais été beaucoup plus précis et j'aurais gardé un double. Je suis certain de ne pas avoir procédé à cet examen. Des militaires français auraient donc produit un faux, signe que la mort de ces gendarmes est très embarrassante. Aujourd'hui encore, le beau-frère d'Alain Didot se pose des questions. La France n'a bizarrement jamais ouvert d'enquête. Pire, des gendarmes auraient exigé de ses parents qu'ils signent un document s'engageant à ne pas déposer plainte. Il y a des personnes qui sont venues chez mes parents leur faire signer ce fameux papier disant qu'ils ne devaient pas tenter des poursuites contre l'État suite à cette affaire. On leur a bien fait comprendre de ne pas poser de questions, de ne pas essayer de savoir comment ça s'était passé. Et qui étaient ces personnes qui sont venues? Toujours des gendarmes, toujours des gendarmes.